à chacun son traitement. On a entendu beaucoup de choses ce matin, c'est tout à fait passionnant. Il y a des choses à faire. Maintenant, il y a des choses qu'on doit faire tout de suite. C'est traiter les malades, et traiter les malades avec les moyens qu'on a à l'heure actuelle. Et pas forcément les traiter simplement avec des moyens techniques. Il y a plusieurs choses qui sont nécessaires, et je m'adresse tout de suite à vous, Guillemette. C'est en particulier, quelles sont les conditions dans lesquelles vous voulez être traité? Comment vous voulez qu'on fasse en sorte de mettre à votre disposition des outils innovants, des outils thérapeutiques, des outils d'exploration fonctionnelle, pour faire en sorte que le parcours du patient soit un parcours qui soit fluide? Quelles sont les conditions que vous voulez voir arriver sur la prise en charge? Alors, la prise en charge n'est pas nécessairement le cœur de ce que je fais. Moi, je travaille plus sur la recherche. Pour autant, je pense que ce qu'on essaye de faire sur le parcours de recherche est tout à fait quelque chose qu'on peut exploiter sur le parcours de soins. Et qui est quelque chose... Moi, je ne viens pas du monde de la santé. Moi, je viens du monde du marketing digital et du marketing de l'expérience. Et définir des expériences, c'est quelque chose qui se co-construit. Et donc, moi, ce que j'aimerais voir arriver, c'est vraiment cette co-construction du parcours, qu'il soit un parcours de soins ou qu'il soit un parcours de recherche. D'accord. Cette co-construction, elle va nécessiter la mise en collaboration, en cohérence d'un certain nombre d'acteurs. On a autour de la table 3 acteurs qui sont à votre disposition, je dirais. En tout cas, à disposition du monde des patients. C'est les entreprises qui font des produits de santé, que ce soit du dispositif médical ou du médicament, et puis les alchimistes que sont les médecins qui doivent prendre en compte à l'heure actuelle non seulement toutes ces innovations, mais également cette part qui est absolument essentielle, qui est celle de comment on va construire cette relation pour faire en sorte qu'on ait la meilleure efficience du traitement. Alors, Laurence, dans les apports actuels, il y a un apport qui est quand même tout à fait majeur, qui est celui de la data. On ne pourra pas construire des protocoles de recherche, des parcours de recherche, des parcours de soins si on n'a pas la data, si on n'a pas la possibilité de travailler. On va tout de suite se séparer de l'intelligence artificielle. On n'est pas là pour travailler sur les gadgets, on est là pour travailler véritablement sur le fond. C'est pas tout à fait un gadget. Bon. D'accord. Pour le moment, ça reste... Je me permets de penser que ça reste très souvent un gadget. Si je me souviens d'une réflexion d'ailleurs de Gérard Raymond un jour sur la prise en charge de tout ce qui avait été mis autour du diabète, il disait il y a à peu près 1200 applications et autres services qui sont mis à disposition. S'il y en a 80 qui fonctionnent, c'est le maximum. Donc, et quelquefois 3, c'est déjà pas mal. Et donc, on va travailler sur la data. Qu'est-ce que vous, en tant qu'entreprise qui crée de la data et qui la gérez surtout et qui la mettez en forme, quels sont les services que vous pouvez apporter à Guillemette et aux patients? Alors, déjà, moi, je voudrais revenir sur un point. C'est un peu comme installer le micro par rapport à ce qu'on a discuté ce matin. Donc, on était sur prévenir, prédire. Ça semblait des fois hyper simple, hyper limpide. Je crois que c'est loin d'être le cas. Donc, je pense qu'on a été un peu politiquement correct sur les tables rondes de ce matin. Peut-être qu'on pourrait essayer d'être un petit peu moins. Soyons concrets. Soyons concrets. Ensuite, la data. Alors, nous, on est souvent connus. On fait du dispositif médical. On n'a pas beaucoup parlé ce matin, en effet, et on fait surtout de l'équipement. Donc, il y a une très grosse partie, en fait, de la data qui sort de l'équipement. On a aussi parlé beaucoup de plateformes, des objets connectés, et il y a énormément de data qui se retrouvent, en fait, au sein de l'hôpital. Et d'ailleurs, on a animé ensemble un atelier sur ce point hier. La data, en fait, il faut qu'elle soit bien structurée. Et ça, c'est un point dont on n'a pas beaucoup parlé tout à l'heure. En gros, on disait tout va bien. Je résume, la France, c'est super. On a énormément de data dans l'ensemble des centres hospitaliers, entre autres, on n'a pas beaucoup parlé. Comment est-ce qu'elle est structurée et surtout, comment est-ce qu'elle va être comment est-ce qu'on va organiser l'interopérabilité de ces données, en fait. Parce qu'il y a la structuration, il y a la qualité, parce qu'on peut avoir beaucoup de data, mais si elle n'est pas de bonne qualité, évidemment, on a un sérieux problème. Comment on va communiquer ensemble et à quoi on va s'en servir. Par exemple, il y a 97% de la donnée qui sort de nos équipements à ce jour qui n'est pas utilisée. Donc, c'est bien beau d'avoir énormément de data. Donc, nous, ce qu'on va vraiment essayer de faire, c'est de travailler alors, avec l'ensemble des acteurs, et n'en déplaise à M. Kouchner, c'est toujours dans la salle, on doit travailler ensemble, et entre autres aussi avec les associations de patients. On a entre autres non, je pense qu'il faut le dire.
Voilà, je crois. On est aussi en train, entre autres, aussi de travailler avec Olivier sur comment on peut peut-être se regrouper. Donc, travailler ensemble pour être certain justement qu'on va pouvoir apporter des solutions. C'est compliqué parce que dans ce ensemble, il y a plein de gens qui travaillent un peu, j'allais dire, séparément, et puis on voit tous un peu notre silo. Je pense que peut-être ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est un peu comme dans l'entreprise, c'est qu'on se dise, si on travaille seul, on va aller très très vite, mais alors si on va travailler ensemble, on a plus de chances, d'avoir la solution, et puis surtout d'avoir la solution qui convient. Parce que dans ce que j'ai entendu, moi, ce matin, il y a beaucoup de théorie. Il faudrait de la pratique, en fait. Donc, ce que nous, on essaye de faire, c'est d'avoir les collaborations efficaces. On a la chance d'avoir des usines, de la R&D en France avec beaucoup de personnes et de travailler avec les meilleures personnes dans l'ensemble des hôpitaux pour trouver des solutions à la médecine de précision. Et la médecine de précision, c'est le bon traitement au bon moment pour le bon patient. Et ça, je pense que c'est vraiment l'objet sur lequel il faut répondre. Et peut-être avec le bon expert également, parce que ce n'est pas forcément toujours le médecin, ça peut être aussi d'autres professionnels de santé qui peuvent prendre en charge et qui peuvent aider dans cette co-construction que souhaite Guillemette. Olivier, le médicament, bien entendu, quand on parle du produit de santé, on parle du médicament. Je trouve que c'est bien que les choses avancent de manière différente, c'est qu'on voit arriver maintenant des tests, le médicament bien sûr, mais les tests compagnons, un certain nombre de tests diagnostiques, on s'intéresse au DM. On s'intéressera dans une deuxième partie de cette table ronde au comment, parce que je crois qu'il y a une question qui est une question fondamentale dont il faudra qu'on parle, c'est l'accès. C'est aussi un problème au niveau de la France, c'est pas parce qu'on a fait un accès précoce qui est absolument incompréhensible pour l'intégralité du monde profane de ceux qui regardent les produits de santé qu'on a résolu tous les problèmes, loin de là. Mais il y a d'autres sujets dont on pourra parler dans le cadre de l'accès. Comment vous voyez-vous, enfin, comment tu vois l'arrivée concrète auprès du patient de thérapies extrêmement ciblées, de choses qui sont très personnalisées, qui ne peuvent pas être simplement, on va dire, drivées par « je mets un produit sur la table et puis je laisse faire », mais qui doivent être également prises en coordination dans un parcours de soins avec des professionnels qui ne sont pas forcément formés à tout ça. On peut avoir des médicaments extrêmement innovants à l'heure actuelle sur lesquels l'hôpital est un frein à l'accès. Je pense en particulier à un produit que vous avez qui est la prophylaxie de la Covid en ce qui concerne les patients immunodéprimés. On a quand même 25 000 personnes qui sont traitées alors qu'il y en a 350 000 qui sont redevables du traitement. C'est des personnes qui font la majorité des personnes décédées dans les réanimations parce qu'ils sont justement immunodéprimés et que le vaccin ne fonctionne pas. Donc il faudra trouver d'autres choses pour aller sur l'allée vert. Il faudra qu'on trouve de nouvelles façons de se coordonner. Qu'est-ce que l'industrie pharmaceutique voit avec ses médicaments, ses capacités de recherche, sa créativité autour et avec elle de création d'univers qui va permettre de réunir cet univers des data pour le besoin de la cohérence et de la co-construction avec les patients? Merci Olivier, c'était une longue question. Oui. Alors comment je réponds à ça? Alors tu viens avec tes questions, je viens avec mes réponses. Donc je vais te dire celle que j'avais prévue. Je suis désolé, mais c'est un sujet intéressant d'écouter ta question. Donc, non, ce que disait Laurence, c'est que la médecine de précision, c'est le bon traitement pour le bon patient, au bon moment. Et je me permettrai de... Alors Pascal va peut-être parler du bon traitement pour le bon patient. Et au bon moment, je rajouterai aussi au bon endroit. Parce que ça donne une notion justement d'accessibilité et éminemment de territoire. Et je pense que c'est là aussi où l'on peut intervenir. Donc le bon moment, il y a encore une notion de données. Donc le bon moment, c'est le diagnostic précoce pour être curatif quand on a une maladie létale. Ça peut être les biopsies liquides et le monitoring des patients par biopsie liquide pour savoir quand intervenir sur un cancer. Ça peut être aussi dans le cadre des infections, le projet du professeur Vincent Maréchal Aubépine, qui est l'analyse des eaux usées. Et donc là, capturer l'ensemble de ces données humaines, biologiques, cliniques, environnementales, peut nous aider justement à prédire et à donner le bon traitement au bon patient au bon moment. J'ajouterai un point par rapport aux tables rondes de ce matin, parce que de table ronde en table ronde, j'entends un petit peu le sujet de « oh là là, il faut faire les choses ensemble, on va co-construire ensemble, etc., etc. » Mais quand on veut faire les choses ensemble autour des données de santé, en France, il n'y a pas 10 000 solutions. Il y a 4 entrepôts de données de santé qui ont une validation CNIL avec appareillement possible SNDS. Il y a la Société française de cardiologie, il y a la plateforme de l'INCa, il y a Clinitix,
Et il y a maintenant le consortium Agoria Santé, dont le chef de file est DocaPost. Donc au lieu de dire « ce serait bien qu'on fasse les choses ensemble », j'invite l'ensemble des participants, y compris l'Institut Curie, Sanofi et Malakoff Humanis, à rejoindre Agoria Santé pour qu'on fasse les choses ensemble plutôt que de le dire. Ça, c'est pour les données. Ça, c'est fait. Next. Le bon endroit, c'est le territoire. C'est aussi quelquefois la distance, mais c'est éminemment le territoire. Et donc là, l'industrie pharmaceutique et d'autres peuvent jouer ce rôle justement, en particulier avec la médecine générale, et ça a été dit ce matin, d'améliorer le parcours de soins, avec parfois d'ailleurs des services et des solutions digitales, et puis avec effectivement du pragmatisme et du désilotage pour les maladies qui peuvent être diagnostiquées en ville et traitées en ville ou à l'hôpital. Donc là, il y a un rôle que l'on peut jouer puisqu'on est organisé intrinsèquement de manière territoriale, l'ensemble des laboratoires le sont. Cette notion de territoire, elle est capitale, parce qu'on s'aperçoit qu'à l'heure actuelle, quand on crée par exemple une réunion avec les différents acteurs, il y a une profusion, une fertilité du terreau territorial qui est absolument stupéfiante, et on s'aperçoit que très généralement, l'étage centralisateur et jacobin parisien est un étage qui écrase le truc et qui veut donner l'impression qu'on va mettre partout les mêmes solutions. Et dans ces notions de prise en compte du territoire, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à creuser encore plus fortement dans les prochaines années, et c'est là où peuvent se trouver de l'innovation. Et dans les territoires, il y a aussi ceux qui traitent les patients. Et Pascal, justement sur ce plan-là, une fois qu'on a les données, enfin une fois qu'on aura réussi à faire un système, peut-être par Agoria par exemple, qui fonctionnera tout intégré, comment on va faire en tant que médecin avec ces données, ces traitements, cette mobilisation des professionnels de santé pour arriver à l'objectif de Guillemette? Déjà, moi je dirais qu'on a une chance quand même, c'est de voir des avancées absolument considérables dans les dispositifs de soins, dans les nouveaux médicaments, dans les données. On sait qu'on a une source de progrès absolument considérable. Dans les avancées de la génomique ou d'autres outils de la médecine de précision, dans l'intelligence artificielle. Ça, c'est un constat. Mais la difficulté, et je pense qu'on est là pour en discuter, c'est comment on peut intégrer toutes ces données, aujourd'hui utiles aux soins personnalisés, et tout ça sans oublier la personne. Et la personne, c'est ce que vous avez dit, c'est la personne dans son environnement, dans son territoire, dans sa vie émotionnelle, etc. Et donc, c'est un challenge. Moi, je rentre à la médecine de précision par un angle un peu particulier qui est celui de la génomique. Pour autant, je crois qu'il doit s'étendre puisqu'on a aujourd'hui 120 drogues sur le territoire français qui sont en autorisation de marché et qui répondent en cancérologie notamment à des anomalies génétiques. Donc, il faut s'en servir. Il faut s'en servir, en même temps, il faut intégrer les autres dimensions de ce système. Donc il y a une difficulté presque humaine à embrasser aujourd'hui un champ extrêmement large. Et c'est pour ça qu'il faut pas seulement le médecin, ça a été dit ce matin par Guy, et je le redis, il faut que aujourd'hui, la médecine, du fait de cette multiplicité des outils de précision, doit englober beaucoup d'autres acteurs pour personnaliser ces traitements. Et je voudrais intervenir sur ça parce que vous parlez effectivement, il faut prendre le patient dans sa globalité. Et plus on va aller vers la personnalisation, plus on va avoir besoin d'interroger les patients sur comment est-ce qu'ils vivent ça. Et pas que les patients, d'ailleurs les citoyens au sens large, parce qu'on l'a évoqué à plusieurs reprises ce matin, la santé, ce n'est pas l'affaire des patients, c'est l'affaire des citoyens. Et dans l'état actuel des choses, on n'est pas nécessairement toujours bien outillé pour engager ces citoyens dans la recherche. Et nous, c'est ce qu'on essaye de travailler chez Sentinelle, des choses très simples. On a aussi parlé beaucoup ce matin de revenir aux basiques. Voilà, moi, je fais du marketing relationnel. Ce que je fais sur Sentinelle, c'est juste envoyer des emails. C'est vraiment, d'un point de vue technologique, c'est le 0 degré de la techno, quoi. C'est vraiment très low-tech. Et pour autant, on a réussi à générer 45 000 participations uniques à la recherche en l'espace de 10 ans. Et avec très, très, très peu de moyens. Et tout ça, ça passe par la relation, vraiment, et faire des choses simples comme dire bonjour, dire merci,
rendre compte des résultats d'études. Et ça va permettre aux citoyens de s'engager dans la recherche et ça va venir vous permettre de vraiment personnaliser les traitements en ayant une vision globale. Alors, ce point-là, il est important. Je ne sais pas si on remettra Nadine de Rothschild dans les cours d'éducation civique, mais dire bonjour et merci, ça fait partie des choses qui sont perdues depuis longtemps par pas mal de gens. Les chercheurs, on n'avait pas nécessairement les moyens si aisément. C'est-à-dire que ce n'était pas nécessairement de la mauvaise volonté, mais ils n'en avaient pas forcément, il n'y avait pas un contact direct si facile. Aujourd'hui, avec le digital, on peut faire ça très facilement. Et comment on va arriver justement à réduire ce temps de contact? Quand on voit à l'heure actuelle, on suit quelqu'un à l'hôpital, trouver un médecin, même à l'hôpital, pour avoir des informations sur sa santé, ça devient extrêmement complexe. Si on trouve un interne, déjà, c'est pas mal, mais alors le chef de service, il faut pratiquer la médecine à 25 vitesses. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de réduire ces temps de connexion, enfin de les augmenter, justement, en rapprochant les connexions entre les gens? Je ne suis pas sûre de suivre votre question. C'est-à-dire que la problématique du système tel qu'elle existe à l'heure actuelle, en utilisant des systèmes qui peuvent être des systèmes de communication que vous utilisez, pourrait permettre de penser qu'on va finir par trouver des solutions de dialogue simple entre un médecin, une IPA, un patient, une famille, jamais oublier les familles dans la prise en charge des pathologies complexes, un aidant ou autre chose. Or, à l'heure actuelle, ce n'est pas tout à fait ce qui se fait. Est-ce qu'il y a des solutions que vous voyez, vous, qui permettraient de simplifier ces rapports ? J'imagine que le digital doit pouvoir offrir des solutions. Je n'y ai jamais réfléchi sous cet angle parce qu'effectivement, nous, on réfléchit vraiment sous l'angle de la recherche et pas tellement sous l'angle du soin. Mais oui, j'imagine qu'il doit exister des solutions digitales qui peuvent permettre ça. Si je peux me permettre, Guy en parlait aussi un peu ce matin en disant qu'il y a peut-être aussi une évolution des compétences et des responsabilités de certains acteurs, les pharmaciens d'officine, les IPA et d'autres qui pourraient peut-être agir sur le système et dans la relation justement avec les patients de manière un peu plus proactive et avec un peu plus de responsabilité. Et je sais que tu ne voulais pas parler de l'intelligence artificielle, mais on peut quand même en parler un petit peu. Parce que je pense que c'est aussi un moyen pour dégager justement du temps aux médecins sur certaines tâches. Donc je pense que si on arrive à dégager aux médecins ou aux équipes soignantes du temps, je pense qu'on peut peut-être aussi améliorer le discours avec les patients. Et il y a un point qu'on a discuté hier dans notre table ronde aussi, c'est, pour revenir sur votre point, c'est aussi d'expliquer aux patients à quoi peut servir la data. Parce que je pense qu'on oublie quelque chose de basique. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. C'est quelque chose de très simple. Donc si on arrivait à leur faire comprendre pourquoi des fois accepter le consentement facilement de partager ces données, par exemple, ça peut permettre d'accélérer. Donc je pense qu'il faut travailler sur en effet tout ce qui peut faire qu'on va pouvoir mieux échanger avec le patient. Donc dégager du temps, ce n'est pas moi qui vais aborder le point parce que je ne suis pas la mieux placée, mais peut-être aussi du temps administratif. Et je pense qu'on est aussi bien placé pour savoir, c'est pareil dans l'entreprise, quelquefois on a des systèmes qui nous prennent beaucoup trop de temps. C'est souvent un des points de nos équipes, mais c'est le point aussi de la plupart des gens qui sont les soignants dans la salle, pour qu'ils puissent faire leur vrai métier. Et je crois que là-dessus, il faut revenir aux basiques, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Dans les basiques, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'on est dans un pays qui est extrêmement, tu parlais d'administration, extrêmement administré, extrêmement contrôlé, très normé, plus que normé, avec un système législatif extrêmement contraignant, un code de la santé publique plus un code de la sécurité sociale qui dépasse la taille d'un mug de thé, donc on arrive à des piles comme ça sur les tables maintenant. Pour les connaître, c'est vraiment pas facile. Tout ça, contrairement à ce qu'on pense sur le terrain, est-ce que ça favorise ou est-ce que ça diminue l'accès au traitement et l'accès aux innovations? Moi, j'aimerais bien avoir votre opinion là, en fait, là-dessus. ça ouvre quand même une discussion non seulement d'actualité et potentiellement polémique. C'est-à-dire que ce matin, on a entendu parler un futuriste. C'est intéressant d'être futuriste. Moi, j'aimerais bien être futuriste. Le problème que j'ai, c'est que je suis quotidiennement ramené à ma triste réalité de présentiste. Et dans le présent, qu'est-ce qui se passe? Dans le présent, on a une administration de la santé qui est parfois dogmatique, systématiquement comptable, et qui raisonne sur la base d'une équation qui est assez simple, qui est principe de précaution plus principe de suspicion égale diabolisation de l'innovation et de l'industrie. Donc,
Mais c'est simple comme équation, en même temps, on ne peut pas leur en tenir rigueur. Et donc, dans ce cadre-là, on a des délégués à l'assurance maladie qui vont visiter les cabinets médicaux et qui empêchent de prescrire des médicaments innovants, certains médicaments innovants. On a des agences sanitaires qui vont limiter la prescription des médecins généralistes de médicaments tout à fait bien contrôlés et connus parce que ça risque de faire du mésusage. On fait 3 pas en avant en France. On a une réforme de la liste en sus, une réforme de l'accès précoce, une pseudo-réforme de l'accès direct dont on vient de voir le texte, et puis on fait 10 pas en arrière, parce qu'on a des arrêtés complexes, on a du délai à avoir ces arrêtés, et puis on a quelque chose qui s'appelle le PLFSS, qui tourne le dos littéralement à l'innovation et insulte l'avenir. Donc dans ce contexte-là, on vient à Chamonix, à l'invitation de Guy Valencien, pour parler du patient demain, mais quelque part, je me demande si on n'aurait pas plus vite fait d'aller skier, en fait. Alors, moi, je voudrais juste reprendre le point. Je voudrais reprendre le point d'Olivier parce que moi, je préfère être futuriste que présentiste, Olivier. Par contre, je pense que ce dont on doit faire très attention, c'est que si on est futuriste, et je pense qu'il a raison, il y a toute une population qui va prendre en fait les moyens de cette modernité. En fait. Le risque, c'est tous les gens qu'on va laisser à côté. C'est globalement ce qui se passe tout le temps. Donc c'est aussi notre rôle en tant qu'industriel, et je pense d'ailleurs en tant que soignant, d'être certain qu'on va laisser personne sur le côté. Et je pense que c'est là en fait où en effet toute cette partie administrative elle est insupportable. Je pense peut-être même qu'il y a des solutions si on est complètement futuriste, mais on risque de laisser une grosse partie. Donc comment on fait pour assumer le rôle qu'on veut tenir dans notre pays, qui est un rôle social? Je pense que c'est une vraie problématique, et donc de ne pas rentrer dans toute cette problématique d'équation. Donc si je vous écoute, il faut déjà réformer complètement l'avenue de Ségur. Alors, si je peux me permettre, puisque je l'ai utilisé mardi, on est en train de vouloir faire une pièce montée avec un millefeuille, c'est-à-dire on garde tout ce qu'on a et on en remet une couche. Il faut peut-être décider à abattre la grange et puis la reconstruire. Et peut-être c'est la solution. Si on en revient justement, au PLFSS, ce matin, en discutant, tu avais réussi à trouver un point positif. Oui, j'ai trouvé un point positif. J'en ai immédiatement fait part à Olivier pour lui remonter le moral et qu'il n'aille pas skier tout de suite. Ce point positif, ça tourne autour de l'innovation. Parce que vous avez raison, Laurence, l'innovation, il faut faire attention. Si on ne la met pas à disposition des patients, on perd des chances. On n'est pas dans le futur. L'innovation, c'est déjà la démonstration que quelque chose marche dans le présent. Et alors, ce que j'ai trouvé de pas mal dans le PLFSS, c'est que on va peut-être sortir du RIHN, on nous dit. Ça, c'est une bonne nouvelle. On est dans un public qui, quelquefois, est un peu profane. Par exemple, quand Olivier a parlé des eaux usées, on ne parlait pas d'ostéoporose. D'accord. Autant pour moi. Le RIHN, c'est quoi ? Le RIHN, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est quelque chose qui a été mis en place en 2015 pour que puissent bénéficier aux patients, au nom de l'innovation, certains outils de diagnostic, notamment en biologie ou en pathologie, modernes. Ça inclut la génomique et bien d'autres examens. Ces examens étaient faits au bénéfice des patients jusqu'en 2015 par des plateformes de l'INCa, et puis il y a eu le plan France Médecine Génomique, etc. Depuis 2015, les établissements dits bénéficiaires, c'est-à-dire ceux qui les prescrivent pour leurs patients, peuvent avoir un remboursement par la DGOS de ces analyses dites innovantes, qui ne le sont plus, parce que 2015 jusqu'à maintenant, on a bien sûr prescrit ces tests absolument indispensables. On n'est pas dans la médecine prédictive, là. On est dans le soin courant en cancérologique, on a un cancer du poumon, un cancer de l'ovaire. On a besoin de ces analyses qui sont absolument déterminantes pour le bénéfice apporté aux patients. On râle beaucoup dans certaines sociétés parce que ces tests de génétique devraient être inscrits au régime de la sécurité sociale. Il n'y a pas photo sur leurs bénéfices diagnostiques, il n'y a pas photo sur leurs bénéfices thérapeutiques. Et pour une fois, on voit d'abord la DGOS avait gentiment saisi la HAS de statuer sur les évaluations en termes de bénéfices rendus sur ces examens. C'est en cours et on aura certainement en octobre des évaluations. Ce qu'on va poindre dans le projet de loi, c'est une lueur, parce qu'on dit qu'il y a une volonté affichée de faire sortir des examens. Elle est tout de suite contrebalancée à la fois par des termes techniques et par la quantité. Il y a aujourd'hui 356 examens de diagnostic dans le RIHN.
Et le calendrier, c'est d'en faire évaluer 5 en 2023 et d'en faire sortir au remboursement 2,5. C'est un point positif. Il faut voir le verre C'est là où le talent du chercheur va réussir à trouver des pépites, parce qu'à ce stade-là, je pense qu'en 2050, on aura à peu près terminé la liste, qui sera toute obsolète, parce que de toute façon, tous les tests seront déjà obsolètes. Donc, alors, je crois que, blague à part, il est très important aujourd'hui que des examens de génétique et d'autres, il n'y a pas que la génétique dans le RIHN, on a aussi des problématiques de tests compagnons, mais je vais juste vous donner une idée pour le bénéfice pour ceux qui ne sont pas familiers en cancérologie. Le cancer de l'ovaire est un cancer grave. Une femme sur 4 est porteur d'une mutation dont on a discuté ce matin BRCA. On ne parle pas du tout du prédictif. Ce sont des femmes qui ont développé un cancer de l'ovaire. Une fois sur 4, elles ont ce marqueur. Le pronostic du cancer de l'ovaire, c'est 30% de survie à 3 ans, dans la forme tout venante. alors qu'on a un vaccin. Non, ça c'est pour l'utérus. Non, c'est malheureusement, c'est l'état des lieux. Alors Olivier le sait parce qu'il a un médicament. J'ai fait une erreur. Lorsque vous avez détecté BRCA chez cette femme et que vous donnez un médicament, peu importe le médicament, c'est une thérapie ciblée. Le pronostic passe à 70% de survie à 3 ans. Je ne sais pas si vous imaginez. Ce test BRCA, qui va maintenant être indispensable pour le cancer du sein, parce qu'on a la même démonstration dans le cancer du sein précoce, pas en phase métastatique. Il est indispensable. Ce test passe toujours par ce mécanisme des RIHN. Il est donc important et urgent, non seulement que la HAS statue avec un avis favorable, mais après, qu'on ait comme l'accès précoce qui fonctionne quand même assez bien. Je crois qu'il faut quand même rendre grâce à certaines choses qui ont été faites. L'accès précoce fonctionne en termes de délai. Ça a diminué le délai d'accès à la molécule pour ces médicaments innovants. Je pense qu'il faudra bien surveiller, après les avis favorables d'HS, le passage à la nomenclature, parce que le dernier exemple qu'on a de sortie du RIHN, c'est le diagnostic de la trisomie 21. Il a fallu 2 ans pour l'inscrire à la sécurité sociale. Et donc il y aurait des pertes de chance aujourd'hui réelles, en survie globale, chez nos patientes. Qu'est-ce que propose le secteur industriel justement pour améliorer, fluidifier ces dispositifs et cette inscription dans la vie quotidienne, dans le droit commun, pour faire en sorte que les patients puissent en bénéficier? Parce qu'on est toujours confronté à ça. Alors, on a la NSM qui demande son avis à la HAS, qui va demander son avis à la DGOS. On a la DSS qui, comme toutes les tours génoises, regarde en disant « Ouh, ça va coûter très cher ». On revient sur la DGS. La DGS va dire « On va faire un décret ». Le décret « Ah oui, mais il faudra un texte de loi ». Le texte de loi dit « Oui, mais après, il faut des décrets d'application ». Ça fait beaucoup. Non, alors, on en a un petit peu discuté. Il y a quand même une certaine reconnaissance et légitimation. Et pour ça, il faut qu'on fasse aussi le travail de légitimité des données de vraie vie. Parce que ce que dit Pascal, effectivement, on le voit dans des essais cliniques randomisés, mais on le voit aussi dans la vraie vie, et ça concerne énormément de patients, de patientes dans ce cas-là. Et je pense que, pour focaliser un instant sur l'accès précoce, par exemple, l'accès précoce, c'est la capture finalement des données de l'accès précoce versées au dossier d'évaluation et la prise en compte donc, de ces données générées ainsi, serait un pas en avant, pour donner un exemple. Moi, je voudrais juste faire un parallèle qui m'a choqué tout à l'heure. On parlait de ce qui a créé la crise des Gilets jaunes. C'était 400 accidents économisés. C'est vous l'expert, mais je pense qu'on est sur 400 000 nouveaux patients par an dans le cancer en France. Est-ce qu'on a le droit d'être dans ce que tu viens de décrire? Je ne pense pas. Enfin, ça me choque. Personnellement, je me dis que ça me choque. Donc je pense que nous, en tant que tel, et là je vais prendre ma casquette SNITEM, je pense qu'on doit continuer le travail, de se faire reconnaître, on fait du bon travail, et d'accélérer les choses et de trouver un moyen d'accélérer. Donc là, on était sur des médicaments, mais on pourrait être aussi sur du matériel, parce qu'on a des patients, et on a 400 000 patients, rien que dans l'oncologie. Donc on n'est pas en train de parler des maladies cardiovasculaires et tout le reste. Donc, ok, il y a de la finance, mais je pense qu'il y a un moment, ça doit certainement nous coûter plus cher.
Donc peut-être aussi, et là il y a des spécialistes dans la salle, qu'on peut peut-être se mettre à faire du vrai médico-économique pour prouver que cette attente, elle a un coût plus important. Le vrai médico-économique, c'est une phrase importante. Et puis au-delà des biomarqueurs et des tests génomiques, il y a aussi des tests comme le rapport albuminurie-créatinine pour la maladie rénale chronique qui n'est pas dans la nomenclature. Et pourtant, il y a 5 millions de patients qui ont une maladie rénale chronique et très peu qui sont diagnostiqués. Alors, j'aimerais revenir, on identifie les freins, j'aimerais revenir sur une chose qui me semble être un peu une dérive du système, qui est cette schizophrénie qui se fait entre l'humanité et le technique. Et je pense que quand on est patient, quand on est aidant, quand on est autour de quelqu'un qui souffre, on a besoin de ces deux approches. Est-ce que vous voyez dans les années qui viennent, est-ce que ça fait partie, par exemple, des objectifs d'entreprises comme GE ou AstraZeneca, que de créer quelque chose, je ne sais pas quoi, je ne sais pas l'imaginer, mais qui permette de rapprocher justement ces deux parts, et pas simplement de donner des outils très froids, de la data ou des médicaments très, très, très pointus, très efficaces peut-être, mais comment on pourrait arriver à trouver une sorte de lien pour faire en sorte qu'on puisse développer des produits qui soient des produits, ce qu'on appelle convenient, quand c'est fait par Apple, mais qui pourrait être aussi convenient sur le parcours de soins et la prise en charge. Je peux peut-être commencer. Je pense que c'est très large comme question. Alors, si je prends l'équipement, ça peut paraître très compliqué. Il y a un exemple qui m'avait frappé quand j'étais arrivée chez General Electric Healthcare. C'est un petit IRM où on mettait les enfants avant qu'ils passent l'examen. Qui est à Necker, et ça je pense que par exemple on ramène de l'humanité et ça passe par, je pense, penser aux patients dès qu'on développe nos produits en fait, et ça c'est vraiment quelque chose dont on parle de la value-based healthcare qui était un petit peu à la mode, on n'a pas beaucoup parlé ce matin. Je pense que c'est comment on intègre dès la recherche en fait le patient et qu'on continue à l'intégrer dans l'ensemble de nos processus jusqu'à la mise à disposition. Nous, on va spin-offer début de l'année. Très clairement, je vois un gros changement dans la vision qui est vraiment d'intégrer le patient dans notre vision, ce qui n'était pas le cas. Donc je pense que ça passe par une culture d'entreprise aussi et du coup, j'allais dire une culture de notre façon de fabriquer les produits. Oui, c'est un vrai changement culturel et tout le monde doit changer de posture. Et moi je le vois bien dans la recherche, il y a un vrai changement de posture à faire, à la fois du côté des chercheurs, où effectivement il faut arrêter que les chercheurs se positionnent comme étant ceux qui vont tout diriger dans l'étude. Un chercheur demain, ce que je vais dire va peut-être vous paraître un peu réducteur, mais pour moi demain, ça doit être le garant de la méthodologie et du sérieux méthodologique. Mais le reste doit être co-construit. Et depuis la question de recherche. Et le chercheur n'est pas nécessairement celui qui doit tout englober sur l'étude, c'est vraiment celui qui doit être le garant de la méthodologie. Et de l'autre côté, côté citoyen, il faut aussi qu'on change de posture. Ce ne sont pas des histoires personnelles. On n'est pas là pour faire valoir nos histoires personnelles. On est là en tant que citoyen, on participe à protéger quelque chose qui est le bien commun. Et il faut qu'on s'engage, et qu'on s'engage dans la durée, peut-être pas juste en répondant à un questionnaire, même si c'est très utile de répondre à des questionnaires, qu'on s'engage dans la durée, dans des processus longs de co-construction. Et c'est vraiment des changements de posture des deux côtés. Et puis il faut qu'on s'acculture les uns aux autres aussi, qu'on s'écoute et qu'on se forme réciproquement. Olivier, un avis là-dessus ? C'est ce que tu disais, c'est-à-dire notre rôle au-delà du médicament. Et moi, j'aimerais bien qu'on soit aussi quelque part pris comme un acteur de santé publique, dans la mesure où, quand on est impliqué dans une maladie, dans une indication donnée, on peut jouer un rôle sur 4 piliers clés en fait, de la maladie, que sont la prévention, le diagnostic précoce, le suivi et l'observance quand il y a un traitement, et puis pour ceux qui sont dans des soins de suite et de réhabilitation, il y a tout un travail à faire aussi. Donc là, et à chaque fois, il y a le patient au centre, que ce soit en termes de prévention, on est plus proche du citoyen même, le diagnostic précoce pour les traitements curatifs, et puis évidemment la continuité de traitement pour le contrôle des maladies chroniques souvent incontrôlées, et puis encore une fois le retour à la productivité et au travail. Surtout ce continuum-là, on doit pouvoir effectivement jouer un rôle et être des acteurs, mais encore une fois, c'est ce fameux partenariat public-privé et l'ouverture pour que cela existe qui paraît essentiel. Pascal, comment on peut intégrer justement ce rôle de la société civile, des patients, des entreprises à l'intérieur d'un service pour en faire quelque chose qui soit quelque chose de profitable et de vertueux ? C'est-à-dire qu'on part quand même d'une situation où on a passé notre temps à faire des lois pour empêcher les visiteurs médicaux au prétexte que machin, blablabla,
de rentrer dans les hôpitaux, ce qui fait qu'un certain nombre de produits innovants, d'ailleurs, n'ont reçu aucune, enfin, un certain nombre de professionnels de santé n'ont reçu aucune information sur des produits innovants. Je me souviens d'une expérience antérieure sur les MAB, quand il fallait en parler avec des médecins de ville, c'était pas facile, parce qu'ils n'avaient pas dans leur cursus, ils n'avaient rien. Comment on peut faire intégrer justement ces acteurs au sein de l'équipe soignante pour en faire quelque chose qui soit nouveau, et en même temps concrètement efficace pour résoudre les problèmes de guillemets en termes de recherche ou d'association? Longue question aussi, mais moi, alors, dans le domaine technicité et humanité, parce qu'au fond, il y a ça, ou entourage du patient, j'ai un maître à penser, c'est Guy Valencia. Parce que très tôt, sans flatterie, Guy a très bien vu les avancées technologiques et s'est posé la question de est-ce que ça allait se télescoper avec l'empathie, l'accompagnement du patient? Je crois que ça n'allait pas, en fait. Et que la complexité de l'analyse des données, des outils de génomique, de tout ce qu'on peut avoir pour nous aider, ne doit pas nous éloigner du patient. Je ne parle pas seulement de l'empathie qu'on doit au patient, mais aussi de la qualité du soin, dont dépend son information. Je ne suis pas fan des outils informatiques et je trouve que les emails, tout ça, sont inappropriés pour discuter. Je ne suis pas fan des outils médias, tout ça, pour parler aux patients. Parce que si on veut personnaliser, il faut justement prendre une dimension qui ne transparaît pas si on n'a pas la personne en face. Pour plein de raisons émotionnelles, intellectuelles, sociales. Et donc, je ne crois pas, en tout cas, exercer un métier qui est un peu particulier en génomique, ça ne m'empêche pas du tout, il me semble. J'ai rarement un discours technique sur les mutations, sur les trucs comme ça. Donc, on emploie des mots. Et en ce qui me concerne, je ne crois pas que la complexité aujourd'hui de nos outils en médecine de précision soit un obstacle à la personnalisation et à l'humanité qu'on doit à la prise en charge des malades. Bon, donc beaucoup de choses sont ouvertes et beaucoup de choses restent à construire et à mettre en place. Il faut que maintenant, dans quel délai on va pouvoir passer à l'acte? Agoria, c'est efficace quand? Agoria, c'est efficace maintenant si le consortium se remplit de membres qui veulent mettre de la donnée dans la base de données. Donc on peut faire des appareillements avec le SNDS. Nous, AstraZeneca, on a mis 3 jeux de données d'accès précoce sur Covid-19, maladie rénale chronique et cancer du sein. Et au fur et à mesure que la base de données s'enrichit et que les membres rejoignent le consortium, on pourra faire ce qu'on n'arrête pas de dire dans les tables rondes, c'est-à-dire faire les choses ensemble. Ben écoutez, on va faire gagner un peu de temps à Guy, parce que je trouve que c'est une belle parole pour terminer cette table ronde. Faisons les choses ensemble, mais faisons-les vraiment et maintenant. Merci.